évidemment, c'est passionnant d'un point de vue scientifique et naturaliste de découvrir cette complexité, qu'est-ce qu'il y a de faire des listes, de cocher le moindre bestiole, le moindre truc, pour avoir la liste la plus grande, la plus grosse, celui qui a la plus grosse, encore une fois. Bon, est-ce que franchement la vie c'est ça? Ouais, bonjour tout le monde. Eh ben, ce matin, on est bien content de recevoir du coup Hugues, qui est naturaliste à l'association Arthropologia du côté de Lyon. Et du coup, aujourd'hui, on va se faire une petite balade, un petit peu voir ce qu'il y a comme insecte, et puis un petit peu aussi recueillir ton point de vue par rapport à cet espace qui est devant nous. Voilà. Du coup, là, on voit une clairière potagère. Début du printemps comme ça, et puis les différents habitats, différentes hauteurs, différentes structures. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a tous ces gîtes couverts vont permettre à différentes formes de vie d'être là. Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, si on compare ça avec un espace de potager traditionnel ou conventionnel comme on peut le faire, où tout est propre, tout est désherbé, tout est uniforme, avec des espèces monospécifiques, on peut évidemment, enfin avec la même espèce plantée sur toute la plate-bande, on peut imaginer que la différence de nourriture, de fleurs, de fruits sont significativement différentes, mais surtout, en fait, ce qu'on va trouver au sol, quoi. Là, ça foisonne de vie, alors beaucoup de champignons, de bactéries, etc., mais énormément de vers, et les vers du compost, les ézénias, et puis les cloportes, les acariens, les colamboles. C'est tout ça qui ensuite, en fait, va assurer la transformation du sol, cette cohorte d'organismes qui assure la restitution de la matière morte, mais ça peut être des poils, des plumes, des cornes, des crottes, des cadavres, des plantes mortes, et tout ça, c'est quand même un élément qu'on n'aime pas tellement. On parle de crottes et de cadavres et de fin de vie, et finalement c'est ni plus ni moins que le bouclage de la chaîne trophique, quoi. C'est là on restitue enfin la matière pour que les bactéries, les champignons puissent le prendre en charge et qu'à nouveau les plantes puissent relancer le cycle. Et donc la vie elle est de partout, même dans un tas de végétaux en décomposition, et surtout dans un tas de végétaux en décomposition. Et puis le ginseng d'Europe, Ouais, c'est le ginseng d'Europe, ouais, c'est la berce fondile, qui est considérée comme un aphrodisiaque, dont il y avait un usage traditionnel à la campagne qui est assez intéressant, c'est que la racine de première année, elle est ligneuse mais tendre, et on la déterrait en profondeur, c'est assez profond, hein, pour la donner aux enfants avec un couteau à bourron pour qu'ils puissent se sculpter des jouets en bois sans se blesser. On utilisait la racine de berce. En tout cas, du point de vue des insectes, et c'est ça souvent qui manque, les insectes, il y a un lien extrêmement fort entre les insectes et les fleurs. La plupart des insectes adultes, la grande majorité, pas tous, vont dans les fleurs pour chercher du nectar. Le nectar, c'est essentiellement du sucre, enfin du sucre avec de l'eau, et ce sucre leur permet d'avoir l'énergie pour voler. Si les insectes volent et se déplacent en volant, c'est parce qu'il y a des fleurs. Or, il y a une telle diversité de fleurs et une telle diversité d'insectes qu'elles ne sont pas apparues comme par magie, mais elles se sont mutualisées les unes les autres, ce qu'on appelle la coévolution, où il y a un cycle vertueux de dépendance, d'interdépendance, d'interrelation qui s'est mis en place. Et on a aujourd'hui des fleurs qui sont très différentes, on a quelques-unes devant nous, et c'est là où je veux en venir, c'est que dans l'uniformisation des milieux, on a tendance à supprimer ces fleurs banales, que sont les boutons d'or, que sont les valérianes, enfin les petites, les doucettes, que sont les lamiers tachetés. Voilà. Et là, on a, pour les trois exemples que j'ai pris, trois formes de fleurs très différentes pour lesquelles des insectes différents vont pouvoir aller chercher de la nourriture, parce que dans une corolle ouverte comme ça, comme la renoncule ou les marguerites, tous les insectes y ont accès, au nectar, au pollen. Par contre, quand on a une fleur complètement fermée, comme les lamiers, avec un casque, un petit casque qui vient abriter la production de nectar, là il faut être une abeille, une grosse bestiole, et rentrer la tête dedans pour aller pénétrer la langue au fond et aller chercher le nectar. Et pendant ce temps, vous voyez que sous le casque, il y a les étamines qui vont dispenser le pollen sur le corps de l'insecte et permettre son transport jusqu'à la fleur suivante. Du reste, les lamiers portent ce nom parce que ça a une forme de bouche ouverte, et ça vient de Lamia, une des maîtresses de Zeus, qui, quand Héra s'en est rendu compte, elle l'a punie, et elle lui a fixé les yeux ouverts, elle l'a rendue folle, elle a tué ses enfants, et c'est devenu une ogresse qui sortait la nuit pour manger les enfants du voisinage. Donc les lamies sont des ogresses à l'appétit insatiable, et comme les lamiers ressemblent à une bouche ouverte, les botanistes leur ont donné ce drôle de nom. Et toute cette famille pour les insectes et les abeilles en particulier, hein, les pollinisateurs au sens large, mais vraiment le groupe des abeilles, toute cette famille de plantes qu'on reconnaît avec une tige carrée, des feuilles opposées décussées, là, et ben c'est la famille de la sauge, du thym, du romarin, de la lavande, etc. Cette famille des lamiers, où là le casque est un petit peu réduit. Donc ça c'est une plante très odorante,
le persil des soldats, comme ils l'appelaient les Allemands. Le persil des soldats. Ouais, le Soldatenpersilier qu'ils utilisaient en manœuvre pour aromatiser leur viande et leur poisson. C'est vraiment très 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 intéressant comme odeur. Et puis on a des fleurs très temporaires, on en a autant. Alors c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est l'interaction entre les insectes en fonction de la saison. Les renoncules, on va en trouver là du printemps, tout l'été jusqu'à l'automne. A l'inverse, la cardamine des prés ou la stélérolostée, elles sont très très printanières. C'est d'ailleurs d'excellentes petites salades, mais j'imagine que ça, tu as dû déjà leur raconter pas mal de fois. Hein. C'est vraiment délicieux. Ça, le bourgeon des stellaires est vraiment, ce petit bourgeon vert clair est délicieux. Mais on a des fleurs qui fournissent des quantités de nourriture toute l'année et d'autres qui vont être très printanières. Et quand on parle de fleurs, on pense souvent à plantes herbacées. Donc on veut sauver les abeilles, sauver les pollinisateurs en mettant des plantes herbacées. C'est une bonne chose, déjà si on laissait la nature et la banque de graines naturelles s'exprimer, on aurait une diversité intéressante. Mais on oublie souvent en fait cette strate qui, et c'est là où moi je veux assister un petit peu, parce que cette strate, la strate intermédiaire entre les arbres auxquels on a tondu les branches basses et la pelouse dégradée qu'on a fait en gazon, qu'on tond régulièrement, il manque cette broussaille, il manque cette quantité de ressources alimentaires, de feuilles, de fleurs, de caches. Hein, là, il y a des caches incroyables, n'importe quel petit oiseau peut rentrer là-dedans et être à l'abri de ses prédateurs, et de fleurs. Et quand on a les aubépines, quand on a les troènes, quand on a les fusains, quand on a les églantiers, quand on a toutes ces arbustes printaniers et de début d'été qui fleurissent, ça fournit des mannes de fleurs incroyables. Un prunus déplié, c'est des dizaines de mètres carrés de fleurs. Et donc la reconstitution du maillage écologique et de la fourniture de nourriture pour les insectes, elle passe aussi par les haies et par les strates intermédiaires que sont les arbustes. Regardez dans les jardins, dans les parcs publics, dans les parcs urbains, il n'y a plus d'arbustes. Et quand il y en a quelques-uns, c'est des exotiques qui sont sans fonctionnalité écologique. Et du coup, quand on dit naturaliste et quand on dit inventaire, comptage comme ça d'espèces pour un petit peu voir la diversité qu'il y a dans le système, qu'est-ce que tu penses de ça justement? Est-ce que ce serait intéressant qu'on fasse venir des spécialistes, des scientifiques qui vont étudier en fait les quantités d'oiseaux, d'insectes, d'arthropodes, de papillons dans le système? Ou est-ce qu'en fait on a encore le temps de faire ça, ou il faut vraiment passer à ton sens plutôt à l'action? Et on sait très bien que justement ces espaces de 3D qui sont travaillés sous forme de volumes, de sculptures, d'entrées de lumière différents, nécessairement ça va être vraiment des stations, des lieux de vie pour plein de formes de vie. C'est ça. Évidemment, c'est passionnant d'un point de vue scientifique et naturaliste de découvrir cette complexité, qu'est-ce qu'il y a de faire des listes, de cocher le moindre bestiole, le moindre truc, on pourra avoir la liste la plus grande, la plus grosse, celui qui a la plus grosse, encore une fois. Bon, est-ce que franchement la vie c'est ça? Et pour élargir cette réflexion, on passe notre temps à vouloir inventorier des choses, à vouloir chiffrer, à vouloir avoir un état de référence, à vouloir modifier, mesurer les effets de l'aménagement. Et ça prend énormément de temps, énormément d'argent. Alors, il y a des groupes qui sont plus accessibles, pour lesquels il y a plus de spécialistes et pour lesquels les protocoles sont plus simples. Par exemple, les oiseaux ou les plantes, pour certains milieux où elles ne courent pas. Mais dès qu'on s'attaque à certains animaux, et notamment aux insectes, c'est d'une lourdeur et ça demande un investissement en moyens humains et en temps qui est énorme. Si, par exemple, pour inventorier les abeilles, simplement les abeilles, le millier d'espèces d'abeilles qu'on a en France, il faut qu'on couple 3 méthodes d'échantillonnage pendant 9 à 10 mois par an, au moins sur 2 ans. C'est-à-dire que ça coûte 100 à 200 000 euros donc, pour les 2 ou 3 ans, c'est juste ingérable. Et on a à la fois, si on prend ces chiffres, parce qu'on en a quand même des quantités et des kilos d'études, on se rend compte que systématiquement, quel que soit le groupe étudié, si on augmente, enfin je n'apprends rien, si on augmente la diversité des habitats semi-naturels, proportionnellement, on augmente la diversité des habitants qui sont dessus, et donc la diversité des espèces. Donc voilà, le leitmotiv qu'on a aujourd'hui, c'est pas de vouloir tout inventorier, ce qui est en train de disparaître, là tout est en train de disparaître, mais c'est plutôt de mettre les moyens, l'argent, l'énergie et la réflexion sur la renaturation, qui consiste d'ailleurs, pour un certain nombre de cas, là on est dans une forêt où tu as planté un certain nombre de choses, mais l'essentiel du terrain est quand même né et se gère tout seul. Donc la renaturation, elle passe par faire confiance à la nature, lui laisser du temps et de l'espace. Et baser les systèmes sur des plantes qui vont vivre longtemps, qui sont structurantes, les arbres, les arbustes, les lianes. On le voit là aussi par exemple sur ce petit secteur, une espèce de communauté comme ça végétale, dans laquelle on va venir faire effectivement donc, des cueillettes à différents moments de l'année. Et c'est vraiment aussi une autre proposition, vraiment de partager l'espace avec les autres formes de vie. C'est qu'en fait on quitte un petit peu le modèle de l'agriculture, on est plutôt sur de la cueillette, glane, après transformation, séchage de la production pour avoir sanitairement sur toute l'année. On le voit
toutes ces formes, ces couleurs, ces comportements aussi, espèce de diversité. Puis quand tu accueillis, ça détruit pas le milieu. Quand tu accueillis, il reste tout plein de choses qui ressortent, alors qu'en agriculture, en fait, quand on accueillit, c'est terminé. On a fabriqué un désert, il faut relancer un désert à partir d'une terre qui a été labourée, déstructurée, perturbée, intoxiquée. Relancer la vie là-dedans, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un scientifique, d'être un spécialiste de quoi que ce soit pour comprendre que ça, c'est plein de vie, et qu'un sol qui a été labouré est mort. Un sol qui est labouré, qui est perturbé, peut absorber 1 mm d'eau par heure. Là, on est probablement à 5, 10 ou 15 mm d'eau par heure, voire 30 pour certains espaces. Dès qu'on est proche des arbres, on a quand même une captation de l'eau qui est hyper intéressante. Et c'est le postulat sur lequel est fait l'agriculture. Agri, c'est le champ. Donc on fait les choses en grand pour pouvoir les exploiter au maximum. Et même si au départ les champs étaient suffisamment réduits pour conserver encore des haies et permettre le travail des animaux, on les a augmentés avec l'augmentation des puissances, l'augmentation des tracteurs qui sont à plus de 500 chevaux aujourd'hui. Et donc c'est un véritable problème, ces espaces non productifs qui sont les réserves de vie, les corridors, les refuges, les espaces de nidification, les espaces de nourriture pour les fleurs, de proies complémentaires avec les pucerons, etc. Et donc qui accueillent toute cette biodiversité d'auxiliaires, si on fait le lien avec l'agriculture, de biodiversité utilitaire. Oui. Utilitariste, c'est-à-dire tous ces auxiliaires de culture, tous ces pollinisateurs, tous ces recycleurs de matière organique, ils vivent là s'il y a des espaces non productifs où la vie peut se dérouler, où les cycles peuvent s'accomplir. Si on uniformise le milieu, il manque des éléments de broussailles, il manque des éléments humides, des éléments chauds, des éléments secs, il manque les différents éléments, l'accomplissement du cycle des organismes. Et là, on a tout, quoi. On a en dimension, en cheminement, en tassement du sol, en sol non travaillé. On a en fait différentes modalités qui offrent différentes niches écologiques et du coup qui offrent une grande diversité d'habitats et d'attractivité pour la faune. Secteur drainé, secteur humide, secteur sec, secteur plutôt pierreux, du bois mort aussi. Exactement, le bois mort c'est plein de vie. Mais je crois que c'est vraiment la clé, désuniformiser les milieux. C'est la clé de la vie, quoi. Et sur cette présentation, justement, où on peut se demander, là on a la récolte de pommes, mais on a aussi de la glane, c'est-à-dire qu'on a de l'arboriculture, mais on a aussi de la cueillette, prélèvement. On est vraiment sur une synthèse, en fait, on va dire, des différentes techniques qui ont permis aux humains, en fait, de s'alimenter, et puis de partager, en fait, de ne pas privatiser l'espace, juste pour une espèce, la nôtre, mais vraiment d'être dans une logique plutôt de partage, de symbiose, de mutualisme et de... Mais cette logique que tu décris, c'est quand même dément qu'on s'en soit séparé, parce qu'en fait, ça n'est juste pas possible de faire ces choses-là durablement, et du reste, toutes les alertes sont au rouge, tout le monde, et même l'agronomie conventionnelle, se rend compte qu'on a des pertes de matière organique, des pertes de fonctionnalité, des érosions de sol, bref, toute cette volonté de vouloir s'accaparer du terrain pour pouvoir être productif, ultra productif uniquement pour l'humain, donc le contraire de ce que tu viens de décrire, ça ne marche pas. Nous sommes une des espèces sur les plus de 2 millions connues, il y en a bien plus que ça sur la Terre, nous devons partager l'espace et le territoire. Et on le voit dès qu'on amasse et qu'on produit dans un secteur concentré la même matière ou le même organisme, le même animal, la même plante, on a des perturbations. Forcément, c'est un système anormal et les parasites, les maladies viennent dessus. L'idée, c'est au contraire, on est en période de pandémie, c'est d'augmenter, de faire exploser cette biodiversité pour qu'il y ait des systèmes de feedback, des systèmes de rétro-contrôle. Si on ouvre la porte en détruisant la biodiversité, en fait, seuls les organismes aux capacités de reproduction exponentielle sont capables de tirer leur épingle du jeu. Et ce sont qui? Ce sont les bactéries, ce sont les virus, ce sont les mouches, ce sont les moustiques, ce sont les blattes, ce sont les rats, ce sont les souris. Bref, on ne va pas être gagnant à la sortie, quoi.